Bien, ben écoute, en effet, on va passer du nucléaire aux énergies fossiles. Comme quoi, les débats ont beaucoup évolué chez O5T, mais je m'en réjouis. Je suis tout à fait désolé de ne pas être parmi vous. J'ai presque envie de dire parmi nous, tellement je suis habitué d'aller à La Rochelle à vos côtés, mais je le regrette bien. Mais comme j'ai réussi à être plus fort que certains et à attraper en effet le Covid la semaine dernière, il valait mieux rester au bureau, mais j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, tout va bien pour moi. Et Mathieu Lassalle, PDG de Primagaz, est lui aussi en visio. Est-ce que les trois autres intervenants sont d'ores et déjà à vos côtés? Myriam et Diana, comme toutes mes salutations de loin, ravis d'animer cette table ronde sur comment concilier énergie fossile, climat et croissance. Et dans l'énergie fossile, on peut aussi entendre parler d'énergie thermique, donc, parce qu'il y a une évolution, et on le sait aussi, d'un certain nombre d'énergies dites fossiles, comme le gaz vers le biogaz. C'est tout le débat qui va nous animer. Je suppose qu'on va décaler d'une demi-heure la fin de cette réunion, donc à 15h45, puisqu'on démarre avec 30 minutes de retard. Je voulais juste que le mot confirme ces délais. Je crois que chacun des intervenants aura une cloche qui sonnera au bout de 8 minutes pour clôturer, si c'est toujours les mêmes règles de fonctionnement qu'habituellement. On va démarrer alors. Je reste à distance. Je vais peut-être démarrer par Mathieu, que j'ai sous les yeux, Mathieu Lassalle, PDG de Primagaz, pour savoir aujourd'hui comment, en effet, on va pouvoir concilier dans les années qui viennent les énergies actuellement fossiles, climat et croissance, sachant quand même qu'il y a des outils, bien sûr, au GPL, et qu'on avance vers le bio-GPL, si je ne me trompe. Merci Mathieu de votre intervention. Oui, merci Marc. J'espère que tout le monde m'entend bien. Écoutez, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette nouvelle édition de l'Université E5T de La Rochelle. C'est une université qui se tient cette année dans un contexte particulier sur le plan sanitaire, bien sûr. Nul besoin de s'y attarder, mais le sujet a été bien adressé ce matin. Mais moi, je souhaiterais quand même souligner la force de l'initiative de Myriam de garder, excusez-moi, l'événement en présentiel. Pour moi, c'est une initiative qui témoigne d'une forme de résilience collective. Et même si pour ma part, j'ai dû malheureusement annuler au tout dernier moment ma participation physique, j'ai appris hier soir que j'étais devenu un cas contact suite au résultat positif d'une de mes filles. Alors, je vous rassure, elle se porte bien et le reste de la famille aussi. Alors, on le sait tous, ce contexte sanitaire, il nous plonge à l'évidence dans une crise économique et sociale dont on ne mesure ni l'ampleur ni la profondeur. Ça a été largement partagé ce matin. Et puis, il y a bien sûr l'urgence climatique. Elle était là hier et elle s'impose encore plus clairement aujourd'hui. Si on peut passer sur le deuxième slide, je ne sais pas s'ils sont disponibles. Voilà. Alors, bien évidemment, pour construire le monde post-carbone, on a besoin de nouveaux souffles pour tracer de nouveaux horizons, et je crois que c'est bien là le thème de cette université. Mais quand on réfléchit à ça, il ne s'agit pas pour autant de faire table rase du passé. À l'échelle du monde, les énergies fossiles, elles ont clairement un rôle à jouer pour réussir cette transition. Alors moi, je le dis régulièrement aux décideurs politiques, comme à mes équipes, entre le blanc et le noir, il y a toute une nuance de gris. Et c'est essentiel de garder ça en tête quand on parle de transition énergétique. Car aussi séduisante soit l'idée de renverser la table du jour au lendemain, elle reste pour moi une vue de l'esprit. Car non, je ne pense pas qu'il y aura un grand soir. Si on peut passer sur le prochain slide, s'il vous plaît. Le message que je porte, il tient en 3 P. Progressivité, pluralisme et pragmatisme. Progressivité d'abord parce qu'il faut fixer un cap atteignable et tracer un chemin qui soit réaliste pour sortir des énergies fossiles. Comme je l'ai dit, rien ne se fera du jour au lendemain. Pluralisme parce que pour moi, c'est toute une palette de solutions qui doit être mobilisée. Il n'y aura pas de réel mix énergétique sans pluralité des énergies. Ça, je le pense réellement. Et enfin, pragmatisme, parce qu'il existe aujourd'hui des énergies plus vertueuses sur le plan environnemental qui méritent d'être davantage soutenues sur le plan politique. Alors bien sûr, je pense au GPL pour les véhicules légers, et puis au GNL pour le transport routier. Et je pense que les énergies fossiles, elles ont d'autant plus un rôle à jouer dans cette phase de transition et de relance qu'elles aussi, elles se transforment. Et c'est bien le cas de la filière des GPL. Alors, je vais essayer de prendre 2 exemples pour illustrer mon propos. Le premier révèle avant tout de la symbolique
vous le savez peut-être, mais nous ne souhaitons plus garder des GPL au niveau de la filière. Pardon, de ne plus parler du GPL au niveau de la filière, car le P du GPL, le P de pétrole, ne correspond plus à notre réalité. Pourquoi? Bien parce que le propane devient renouvelable avec l'essor du biopropane et le butane devient biobutane. Alors, je vais vous faire une confidence, gardez-le pour vous jusqu'au moins au 5 novembre, mais notre organisation professionnelle que je préside actuellement, le CFBP, va changer de nom et devenir France Gaz Liquide. Si on peut passer sur le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, cette évolution, c'est bien plus simple, c'est bien plus qu'un simple changement de nom. C'est un nouveau souffle, un nouvel horizon pour notre secteur, au service de la transition écologique des territoires, de tous les territoires. Car l'ADN de notre filière, ce qui en fait sa force, ce qui en fait notre spécificité, notre utilité, c'est bien d'être présent dans tous les territoires, et notamment dans les 27 000 communes de France qui ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. Le second exemple que je souhaite développer pour illustrer mon propos, et là c'est un cadre qui est très concret et qui met en avant toute la valeur des innovations que nous portons pour accélérer la transition écologique partout sur le territoire. Alors vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent eu l'occasion, notamment à l'université de 5T, de parler avec vous de mobilité, d'évoquer le rôle du GNV aujourd'hui, du bio-GNL demain, d'aborder l'enjeu du maillage des stations auquel nous contribuons, nous, Primagaz, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais laisser Franck Chenoux le faire mieux que moi. Je pense qu'il est, en tout cas, je l'espère, je ne peux pas le voir, mais sur l'estrade. Et donc, il pourra parler du GNV et des stations qu'avec Avien, on met en place. Non, moi, ce que je voudrais vous parler, c'est d'habitat, de bâtiments, de construction. Si on peut passer sur le prochain slide, s'il vous plaît. Dans quelques mois, comme vous le savez, une nouvelle réglementation entrera en vigueur, la RE 2020. L'enjeu, c'est la décarbonation de la construction neuve. Le bâtiment étant, comme vous le savez, un émetteur important de gaz à effet de serre. Alors, depuis des mois, la petite musique que nous entendons, ça et là, elle est assez monocorde. Pourtant, il y a des solutions énergétiques pour l'habitat durable de demain, et celles-ci, elles sont clairement plurielles. Avec l'accord de la DHUP qui pilote la RE 2020 pour le ministère en charge du logement et avec le concours du Centre scientifique technique du bâtiment, le CSTB, nous avons mené une expérimentation E+C- avec le biopropane. Si on peut passer, pas sur le prochain slide, mais sur l'animation du slide. Merci. Alors, le biopropane, j'en ai parlé l'année dernière, c'est une énergie 100% renouvelable. Elle est issue de la biomasse, dont le facteur d'émission, qui est enregistré dans la base carbone de l'ADEME, est de 60 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est plus de 80% de moins que le fioul. Si on peut passer sur la prochaine animation. L'expérimentation, elle a été menée sur 3 types de logements et dans 3 zones géographiques différentes. D'abord, une maison individuelle en Haute-Vienne, des logements sociaux individuels dans l'Orne et des maisons individuelles et logements collectifs dans le Rhône. On a d'abord réalisé l'analyse de cycle de vie du biopropane afin de comparer les niveaux de performance des bâtiments à partir des données du propane et celles du biopropane. Nous avons aussi pris en compte le profil environnemental, produit des réservoirs de stockage, les fameux PEP, et on a enfin apporté une solution technique sur la citerne, à la fois indissociable et interopérable, afin de garantir dans le temps la durabilité du recours au biopropane dans le bâtiment. C'est ça qui était important pour la DHUP. Le résultat, on a obtenu un niveau C- minimum et même C2 en couplant avec du photovoltaïque. Donc, le succès de cette expérimentation démontre de manière assez claire la complémentarité des solutions énergétiques. Prochain slide, s'il vous plaît. Le biopropane peut donc être en effet utilisé avec efficacité en complément de l'électricité, et ce pour tous les usages du quotidien, avec à la clé un niveau de performance environnementale assez élevé. C'est pour moi une véritable innovation, un véritable atout pour réaliser la transition énergétique dans tous les territoires, y compris les territoires ruraux, qui sont hors réseau de gaz naturel, qui sont hélas trop souvent oubliés. Alors, moi j'espère que les pouvoirs publics auront une approche 3P, progressive, plurielle, pragmatique, à l'heure de finaliser la future RE 2020,
et qu'ils encourageront un mix de solutions énergétiques qui soient performantes et qui répondent aux besoins de chaque Français. Voilà, je pense que j'ai tenu les 8 minutes, mais c'est le propos que je voulais vous tenir aujourd'hui pour illustrer comment un acteur d'une vieille filière fossile innove dans cette transition pour donner un nouveau souffle, pour ouvrir de nouveaux horizons et ainsi, j'en suis convaincu, apporter sa contribution à la construction d'un monde neutre, neutre en carbone. Je vous remercie infiniment. Marc, je vous repasse la parole. Merci Mathieu pour le respect de ces délais. Je n'ai pas entendu le gong, donc je suppose que les délais étaient respectés. Sur cette ouverture que je trouve extrêmement intéressante pour passer traditionnellement des sujets plutôt de mobilité avec le GPL et le bio-GPL à l'habitat de demain et cette nécessité de trouver, et Dieu sait que je suis 100% favorable à cette thématique, à la mixité énergétique, à une mix de solutions, et en rappelant aussi d'ailleurs, et je m'en réjouis, qu'actuellement, notamment sur la mobilité, il y a de plus en plus de voitures qui sont en train de ressortir en neuf avec la possibilité d'aller au GPL, puisque dans cette nouveauté de ce plan de relance, il y a aussi le pouvoir d'achat des Français. Et quand on est moins cher et qu'on peut être plus vertueux, ben si on peut faire les deux à la fois, je crois que c'est extrêmement important. Et si par ailleurs de nouveaux débouchés peuvent revenir aussi sur l'habitat individuel, merci de l'avoir souligné. Et on sait que dans le post-Covid, l'habitat individuel, même si ce n'est pas ce que recherchait nécessairement aujourd'hui la densification urbaine souhaitée par de nombreux écologistes et urbanismes, mais on sent que cet habitat répond à des appétences des uns et des autres. Je sais que la ministre a reçu ces jours-ci les maisons individuelles en bois, et si demain elles sont et en bois et avec de l'énergie qui croise le biopropane et le photovoltaïque, eh ben on sera quand même sur la bonne voie. Merci Mathieu de cet exposé. Je vais donner maintenant la parole à Catherine Leboul-Proust, directeur de la stratégie de GRDF. Donc on va rester dans le gaz, mais pour passer au gaz naturel bio et au biogaz, qui sont aussi des vraies pistes de développement tant pour la mobilité que pour l'habitat. Vous avez la parole, Catherine. Cher animateur, bonjour. Merci de me donner la parole. Alors, je me mets debout pour accéder à la manette. Je voulais d'ailleurs commencer par vous saluer toutes et tous et nos internautes qui sont à distance, et aussi adresser un remerciement vraiment très chaleureux à Myriam qui nous offre d'année en année un espace d'oxygène très salutaire pour effectivement échanger sur les enjeux de la transition écologique. Alors on est post-déjeuner, moi j'ai pris l'option végétarien qui est un petit peu, qui était solide et que je salue. Donc je vais essayer effectivement d'avoir un propos rapide pour peut-être avoir de l'échange. J'ai compris que j'avais 8 minutes, c'est ça hein, c'est ça, ok. Donc, alors comment ça marche pour, ok. Et je le mets où le... D'accord, alors je vais un petit peu trop vite. Voilà, donc mon propos, ça ne sera pas, contrairement à ce que peut laisser penser le slide, de faire de la publicité pour une énergie ou une autre, parce que je crois aussi à la complémentarité des solutions et à l'intérêt, compte tenu de la faible prévisibilité qu'on peut avoir sur les options de ce que sera le monde dans 20, 30, 40 ans, de pouvoir laisser un bouquet adapté au territoire en matière de choix énergétiques. Mais l'an dernier, j'étais venue sous ces lumières et je vous avais raconté une histoire, c'est la façon dont les infrastructures gazières, en tout cas celles de distribution de gaz, entamaient une sorte de révolution, une remise en cause un petit peu de leur business model pour aller encore plus loin que ce qu'elles ne font déjà en faveur de décarbonation. Et cette histoire, c'était le début du commencement, je vous l'avais raconté, c'était celle du développement des gaz renouvelables. Alors, pour ceux qui n'étaient pas l'an dernier, juste un tout petit rappel rapidement. On a essayé d'évaluer en France, avec le concours des expertises de l'ADEME, si cette conversion, cette révolution du gaz bleu extrait des puits de pétrole vers du gaz renouvelable produit localement était quelque chose d'illusoire ou quelque chose que l'on pouvait considérer de façon significative. Donc l'ADEME a travaillé sur une étude qui a révélé que oui, on pouvait effectivement à terme envisager et aborder les différents segments de production du gaz renouvelable de façon sérieuse et raisonnable. Et donc, les trois segments sont sur la droite de l'écran. D'accord, ok. Ah, voilà. Donc, quand on parle de gaz renouvelable, on parle de trois segments.
un segment qui concerne la méthanisation, un segment qui concerne la pyrogasification et un segment qui concerne ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire l'électrolyse, le recyclage des excédents d'ENR en hydrogène que l'on peut ensuite injecter dans les réseaux de gaz. Et donc on voit que l'étude montre qu'on peut arriver en fait à une répartition relativement équilibrée entre les trois segments. Ces trois segments sont à des niveaux de maturité différents. La méthanisation, le premier segment, est à un niveau de développement aujourd'hui, donc mature, alors que les deux autres segments sont à des niveaux, et je crois qu'il y a une table ronde sur l'hydrogène derrière qui les détailleront, notamment sur les aspects d'électrolyse, sont à des niveaux qui nécessitent de la R&D, de l'innovation et de faire des essais. Ce à quoi nous employons. Alors pourquoi le gaz renouvelable est perçu comme étant un levier de décarbonation qui permet de concilier croissance, enjeux climatiques et décarbonation. Déjà, c'est au niveau du bilan carbone. Sur la méthanisation, on est sur un rapport le biométhane permet de diviser par 10 les émissions de CO2. Ensuite, les réseaux de gaz sont là. Ils sont aujourd'hui ils appartiennent aux collectivités, ils sont complètement financés, ils apportent et amortis, et ils apportent de la flexibilité au système énergétique et qui permet aussi de garantir une sécurité d'approvisionnement. Et donc ces ENR n'ont pas besoin de transformation particulière pour pouvoir être tout de suite injectés dans les réseaux et bénéficier de l'effet stockage et participer ainsi à la flexibilité énergétique au global. Ensuite, le fait de les produire localement et de ne plus les importer permet effectivement de réduire la balance commerciale et les importations. Et c'est aussi créateur de valeur pour les territoires. Différentes études ont pu analyser ces externalités positives. Les externalités positives vous avez été présentées l'an dernier par Enea. Elles varient en termes d'évaluation et selon les types de gaz entre 55 € par mégawattheure et 85 € par mégawattheure créé. Et cette valorisation a été reconnue par la Commission de régulation de l'énergie cette année. Voilà. Alors, où en sommes-nous de la dynamique? Là, je reprends le fil de l'histoire par rapport à l'an dernier. Vous dire que sur la méthanisation, donc qui est le segment le plus mature, on est effectivement là dans... Oui, sur la méthanisation, nous sommes là dans une filière en plein essor. Vous voyez la courbe, ça c'est le nombre de sites. Et sur le prochain site, vous voyez effectivement sur la droite un graphique qui montre une courbe de progression très forte sur le nombre de projets. On est aujourd'hui dans ce qu'on recense à un volume de 25 TWh de projets enregistrés à 2023. Et puis à gauche, vous voyez la répartition géographique. Dans le positif sur la méthanisation, on a eu cette année, dans les bonnes nouvelles, des signaux d'encouragement très forts au niveau du Parlement, puisque la loi énergie-climat a quelque part un peu ouvert l'objectif qui a été fixé par les lois précédentes en visant à au moins 10% de gaz renouvelable consommé en 2030, ce qui nous amène à un volume de 30 à 40 TWh selon les dynamiques de MDE. Il y a eu aussi une invitation par le Parlement dans la loi énergie-climat à inviter le gouvernement à intégrer dans ses mécanismes de soutien financier les externalités positives créées par cette énergie. Il y a aussi un travail fait par la filière sur la mise en œuvre de labels de qualité et une structuration aussi de la filière pour pouvoir progressivement s'attacher à bien la décliner localement. Sur les deux autres segments, aussi des belles perspectives à un horizon 2030 et plus, des avancées législatives cette année gouvernementales à travers la loi qui instaure un droit d'accès au réseau pour ces nouvelles énergies. Et puis, vous l'avez lu sur l'hydrogène, un plan de relance qui fait la part belle, effectivement, au soutien à un certain nombre de démonstrateurs et de projets. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des travaux qu'on mène en termes d'études technico-économiques, on essaye aussi de tester sur le terrain. Vous avez un démonstrateur sur la pyrogasification qui s'est monté, c'est le démonstrateur Gaïa en région Rhône-Alpes. Et nous, à GRDF, aux côtés d'autres partenaires, nous venons de finir une expérimentation, celle d'un démonstrateur qu'on appelait GRID, qui s'est déroulé en Hauts-de-France, qui s'est déroulé sur 4 ans et qui visait en fait à tester la capacité technique à transformer des excédents d'énergie renouvelable électrique
qui ont le problème de l'intermittence et du stockage, en hydrogène pour les injecter dans le réseau. On a fait ça sur un ensemble neuf et la démonstration est plutôt positive. Alors, au-delà de ces avancées que je voulais partager avec vous en fil de l'échange qu'on avait eu l'an dernier, j'avais aussi à cœur de partager avec vous un certain nombre de réflexions. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce domaine-là et j'ai aussi le sentiment de l'urgence sur la transition écologique et le sentiment, et je voulais partager avec vous un certain nombre de points d'interrogation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait avancer plus vite. Il doit rester 1 ou 2 minutes grand maximum, si je ne me trompe pas de mon calculateur. Ok. J'ai fini sur ces 3 points. Comment dépasser les lenteurs que l'on perçoit toujours au niveau de la filière en tant qu'acteur économique sur la façon d'apporter globalement ces enjeux. On voit que là, on est sur une filière, les gaz renouvelables, qui est transverse à plein de ministères. On voit qu'on est sur une filière où on demande une approche en coût complet. C'est un rapport de la Cour des comptes de 2016 qui invitait à avoir cette approche en coût complet. Ça a été écrit en 2016, ça a été valorisé, etc., mais on n'arrive toujours pas à le traduire dans les faits, puisque les prochains tarifs d'achat qui sont en cours de préparation et en projet au niveau de l'administration n'intègrent toujours pas ces dimensions-là. Et pourtant, le Parlement la demande. Et comment aussi aborder de façon complémentaire l'approche budgétaire, que ce soit en termes de tarifs d'achat et en termes de mécanismes extra-financiers, extra-budgétaires. On sait que les ressources de l'État ne sont pas infinies. La filière a été dans l'innovation pour proposer des mécanismes de soutien extra-budgétaire. Mais on voit qu'il est toujours difficile, dans notre mindset global, à aborder le sujet du financement par ces 2 approches. On a toujours une orientation soutien public et on n'arrive pas à créer des conditions pour que, à côté du soutien public, on puisse effectivement, dans le même pas de temps, faire émerger des solutions de soutien extra-budgétaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de partager parce que je n'ai encore pas trouvé la façon de répondre à la possibilité de faire converger des approches un petit peu différentes, alors qu'effectivement, on est dans l'urgence de pouvoir accompagner ces filières d'avenir. J'ai fini. Ça va ? Merci Catherine pour le timing. On voit que la méthanisation est mature et aujourd'hui divise largement, bien sûr, les émissions de CO2. Le réseau est existant et que l'idée de produire localement est en fait un enjeu d'économie circulaire tout à fait intéressant et qui permettra de mélanger à terme le gaz des villes et les gaz des champs de matière bio, et puis les externalisations positives, puis il y a ces recherches et ces expérimentations qui avancent sur la pyrogazéification et sur le power to gas. Merci infiniment pour cet exposé. Je donne maintenant la parole à Franck Chenu, directeur commercial d'Avia. Franck, vous avez le micro et la parole. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre rapidement donc, à Mathieu, en effet, dans le cadre de notre partenariat, on développe un réseau de stations GNV. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 stations et avec un objectif d'avoir une vingtaine de stations d'ici 1 an et demi, 2 ans. Mais aujourd'hui, je n'ai pas prévu de parler du GNV, tu m'excuseras Mathieu, j'ai prévu de parler des biocarburants. Donc si on pouvait mettre... Tout à fait, excusez, pas de problème. Ouais. Je disais que vous êtes excusé, mais peut-être attendez-vous les images à l'écran. Voilà, c'est parfait. Non, là, c'est pour Philippe, c'est pas pour moi. Ah, donc petit problème technique voilà, pour les slides de Franck Chenu. Oui, merci. Alors, attendez, parce que là, c'est stand-up GRDF. Promis, je n'enlèverai pas les minutes et je ne la décompterai pas. Ah. Moi, j'ai rien à l'écran. Ah. Ça a l'air d'être ça. Donc, en effet, en France, on consomme encore un peu plus de 50 millions de mètres cubes d'énergie fossile. Donc, en attendant que les nouvelles énergies se développent, il faut qu'on verdisse donc, les énergies fossiles. Alors, pour ce faire, donc, déjà, il y a à peu près, comme on l'a dit déjà ce matin, 30% des émissions de CO2 sont dues au transport. Donc, différents dispositifs ont été mis en place
pour diminuer ces gaz à effet de serre, dont la production et l'utilisation donc, des biocarburants. Alors, qu'est-ce qu'un biocarburant? C'est un carburant qui est issu donc, de la filière de la biomasse. La biomasse peut être soit d'origine végétale, animale, issue issue des déchets. Donc, au-delà des objectifs, je dirais, d'accompagner l'agriculture française et le développement donc, des industries de transformation, les principaux objectifs du développement des biocarburants sont donc de limiter les importations d'énergie fossile, de lutter contre le réchauffement climatique et également donc, de diversifier les sources d'énergie. Alors là, ça ne marche pas très bien. Ouais, ben c'est... Non. Donc, un souci. Ça a l'air de défiler, non? En tout cas, nous, à l'écran, ça a l'air de bouger. Oui, ça bouge, mais c'est toujours le même slide. Ah! Voilà. Ça ressemble au même, en effet. S'il y a un problème technique, Franck, il faudra peut-être passer sans passer, je ne sais pas, je fais au mieux à distance. Bon, je vais prendre mes slides, j'ai ramené. On donnera 2-3 minutes de plus à Franck pour ces problèmes techniques, bien malgré lui. Donc, les biocarburants. Donc, normalement, on devrait y avoir un slide avec bioéthanol et biodiesel. En effet, donc, nous avons deux grandes filières de biocarburants. Donc, nous avons les bioéthanols que nous allons retrouver donc, dans les supercarburants à différents taux d'incorporation. Pour ceux qui font encore le plein dans les stations-service, vous avez peut-être pu voir depuis quelques mois donc, des pastilles avec E5, E10, E85. Donc, ça veut donc dire que c'est le taux d'incorporation des bioéthanols dans les supercarburants à hauteur de 5%, 10%, voire 85%. On a la deuxième grande filière, c'est celle du biodiesel, où là, vous avez pu voir des étiquettes B7 et B10. C'est donc dire que là, on a 7% d'incorporation de biodiesel dans le gasoil, voire 10%. Alors, je vois le slide ici, mais je ne vois pas là-bas. 10% donc de biodiesel dans le gasoil. Si on se concentre maintenant sur la filière des bioéthanols, donc le principe, c'est de fabriquer donc un bioéthanol à partir donc de... Je suis un peu perdu là parce que... Donc là, j'ai Marc côté d'en face. Donc la filière des bioéthanols, donc c'est de fabriquer donc des alcools à partir de sucre. Les sucres, on va les retrouver à partir donc de plantes végétales telles que la betterave à sucre, le canne à sucre, ou à partir d'amidon, donc qu'on va récupérer dans les céréales telles que le blé et le maïs, voire les pommes de terre. Donc le principe, c'est de ce sucre, on va le fermenter pour en fabriquer un alcool, donc de l'éthanol, et ensuite on va le distiller et le déshydrater pour pouvoir l'incorporer donc dans les supercarburants. Donc là, on parle de filières de première génération. Donc on a d'autres filières, la deuxième génération. Donc là, on va travailler plutôt sur de la biomasse, donc du déchet. On va travailler sur les bases lignocellulosiques, donc à partir donc soit de bois, soit de paille, ou soit de déchets végétaux. Donc le principe, c'est de récupérer par un traitement physico-chimique donc la cellulose de ces végétaux, qu'on va pouvoir hydrolyser par hydrolyse, donc récupérer le glucose. Donc c'est un sucre qu'on va pouvoir fermenter comme la première génération. Par fermentation, on va obtenir un alcool qu'on va pouvoir déshydrater pour incorporer donc dans les supercarburants. Donc ensuite, on a la filière des biogazoils. Donc le principe est totalement différent. Donc là, on va essayer d'estérifier donc des huiles, donc afin d'obtenir donc un ester méthylique d'acide gras. Ces huiles, on va pouvoir à partir donc soit de graisse animale, donc obtenir donc un EMHA, donc un ester méthylique d'huile animale, ou des EMHU quand on utilise des huiles alimentaires usagées, ou des EMHV quand on utilise donc des huiles végétales.
Donc, en France, c'est principalement, donc, pour le biodiesel, c'est principalement donc, des huiles à partir de matières végétales qu'on utilise pour fabriquer nos esters méthyliques. Et on note que 75% de ces matières premières, c'est à partir de colza. À peu près 15%, c'est à partir d'huile de palme. Un peu plus de 5%, c'est des huiles de soja. 4% des huiles de tournesol et quelques pourcents donc d'autres ressources. Cette répartition, c'est une répartition qui date de 2017. On a à peu près la même chose en 2018 et 2019. Par contre, en 2020, on a vu que l'huile de palme n'est plus considérée comme un biocarburant. Donc les 15% qui étaient utilisés en huile de palme, aujourd'hui, on va utiliser plutôt... On a reporté ces 15% donc, sur des huiles de colza ou des huiles de tournesol. Et à partir de 2021-2022, et on va voir également une diminution du soja, puisqu'à partir de 2022, donc le soja ne sera plus considéré comme un biocarburant. Si on regarde maintenant les origines des pays d'où viennent ces biocarburants, à peu près 65% donc, de ces matières premières viennent des pays européens. On a 15% qui viennent des pays asiatiques avec les huiles de palme, un peu plus de 11% qui vient d'Océanie donc pour le colza, et le reste, ça vient donc du Canada et d'Amérique pour donc, le soja. Donc, ce biocarburant, son biodiesel, donc, on va l'incorporer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le diesel, à hauteur de 7-10% pour le grand public. On peut aller jusqu'à 30%, voire 100% pour les flottes captives. Donc, on n'a toujours pas les slides à l'écran. Pour ce qui est des biodiesels, donc, on a également donc, les filières du futur. Donc, les filières du futur, c'est de produire à partir donc, de matières premières qui ne sont pas issues de l'agriculture, donc pour ne pas rentrer en concurrence avec l'industrie agroalimentaire. Donc, ces filières du futur, on va partir donc, soit de résidus agricoles qu'on va transformer par voie thermochimique en gaz de synthèse. Ensuite, sous le procédé donc, de Fischer-Tropsch, on va pouvoir, de ces gaz de synthèse, en faire un hydrocarbure afin de le mélanger donc, dans le diesel. On a une autre filière qui se développe également, ce sont les HVO, donc les huiles végétales hydrogénées. Donc le principe, c'est à partir donc, des huiles de colza ou les huiles de tournesol, donc les mêmes matières premières que les émags. Donc là, on va rajouter des molécules d'hydrogène afin de fabriquer des chaînes d'hydrocarbures plus longues, et on obtient donc ce qu'on appelle un HVO. Ces deux produits, soit donc la biomasse liquide, le BTL ou l'HVO, ont une particularité, c'est qu'elles sont de bien meilleure qualité. On pourrait les utiliser à 100% dans les moteurs classiques. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères que les biocarburants donc de première génération. On parle également donc des biocarburants de troisième génération à partir des microalgues. Donc ça, c'est un procédé qui est très prometteur. Le problème, c'est qu'actuellement, il est encore à l'état donc, de recherche, développement dans les laboratoires. Donc le principe, à partir de ces microalgues, donc ce serait récupérer donc, les graisses, les huiles, donc les triglycérides, qu'on pourrait transformer en émag, donc en ester méthylique d'acide gras pour faire soit un biodiesel, soit même un biokérosène, ou on pourrait également donc, les traiter pour en faire un HVO. Donc, quelle est la politique pour les biocarburants en France? Donc, depuis 2005, donc, la France a mis différents dispositifs pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, dont une incitation aux pétroliers. Elle incite les pétroliers à incorporer donc, ces biocarburants dans les carburants d'origine fossile. Donc, on a introduit une nouvelle taxe qu'on appelait la TGAP, qu'on a renommée la dernière la TIRIB, la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants. Donc, elle est incitative, elle n'a que le nom d'être incitative, puisque, quelque part, c'est une obligation, vu le taux de pénalité, qui est relativement dissuasif. Donc, on s'oblige, nous, à incorporer donc, des biocarburants. Donc, en 2005, le taux d'incorporation, nous étions sur un taux de 5%. Ce taux ne fait que progresser, puisque là, donc, j'avais une courbe comparative entre 2019 et 2020. En 2019, nous avions 7,9% de taux d'incorporation d'obligations, pour arriver à 8,2% en 2020. Le tableau que je voulais vous montrer, c'est qu'on constatait que pour remplir cette obligation de 8%, 8,2% pour cette année, nous ne pouvions pas dépasser 7% d'incorporation des biocarburants de première génération. Donc, comme vous l'avez compris, ces biocarburants de première génération sont en concurrence avec l'industrie agroalimentaire. Donc là, nous avons un maximum à ne pas dépasser. Et donc, tout ce qui est au-delà des 7%, donc, on est obligé donc, d'incorporer des carburants de deuxième génération ou des biocarburants à partir d'huile usagée ou de graisse animale.
l'article 43 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit qu'il convient donc désormais d'accorder la priorité au développement donc, des biocarburants de deuxième génération, tout en préservant les investissements qui ont été réalisés dans les filières de biocarburants conventionnels. Et les taux d'incorporation qui sont inscrits... On va devoir bientôt conclure, hein, Franck. Oui, je termine. J'ai laissé 3 minutes de plus à cause des décalages de gentil, PowerPoint. Mais... J'ai quasiment terminé. Dans le cas de la PPE, donc, nous avons une trajectoire. D'ici 2028, donc, nous aurons une obligation d'incorporer près de 11% de biocarburants donc, dans les carburants. Et comme je vous l'ai dit, donc, c'est 4% supplémentaires au-delà des 7%. Donc nous devrons trouver donc, des biocarburants de deuxième génération. Donc la filière de deuxième génération, voire troisième génération, doit se développer parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie donc, de ces biocarburants donc, de deuxième génération. Donc la France, aujourd'hui, est un des principaux producteurs donc, de biocarburants mondiaux dans le monde. Donc nous sommes 4e, derrière les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne. Donc nous produisons en France un peu plus de 2 millions de tonnes de biocarburants sur le territoire. Donc en conclusion, si la priorité pour réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre reste bien entendu la baisse de consommation des énergies fossiles, il n'empêche que les biocarburants qu'on va incorporer dans ces énergies fossiles ont un rôle majeur dans le cadre de la transition énergétique, surtout les carburants de deuxième voire de troisième génération. Merci. Merci Franck. On était parfaitement dans le sujet comment concilier énergie fossile, climat et croissance, là, avec une explication très précise, puisqu'on ajoute aujourd'hui des énergies, des biocarburants à en effet un carburant fossile qui est soit le diesel, soit l'essence, et avec, on l'a vu, que ce soit en première, deuxième ou troisième génération, des carburants qui sont en effet issus quand même du milieu agricole, et Dieu sait, vous êtes nombreux à savoir combien on porte avec le club des voitures écologiques, notamment celui qui est fait en bioéthanol à partir de 20, puisque rouler en bus éthanol à Bordeaux, bien tout ça a du sens en matière d'économie circulaire, mais on voit là encore une directive, une direction, une complémentarité et une addition qui est en train d'augmenter, et 11% à terme dans la PPE, ça montre qu'on peut faire évoluer les carburants fossiles. Je donne maintenant la parole à Philippe Charlet, expert énergéticien de l'Institut Sapiens. Juste un petit mot. Lorsqu'on a des problèmes de slide, c'est dû parce que l'ordre a été changé. Donc je le dis pour Marc, mais surtout pour les animateurs suivants, ne changez pas l'ordre qui est prévu parce que ça entraîne ce que nous avons vu. Excuse-moi, je suis désolé, j'ai pris l'ordre que l'on m'a donné, mais peut-être qu'il avait changé entre-temps. Ou voilà. Pas de problème. Tout à fait navré à ce moment-là, Franck. Désolé. Bien. Bon, j'espère que moi, ça va marcher. Les dieux seront-ils avec moi? On va voir. Bien. Alors moi, je vais vous... La magie de La Rochelle va se mettre en haut. Général. On peut envoyer les slides ou pas? C'est avec ou sans? Ah oui. Donc moi, je vais vous parler de choses beaucoup plus générales, puisque je vais vraiment vous parler de croissance, énergie et climat, qui était le titre de la session. On a vu là des exposés particuliers sur un type d'énergie. Et donc d'abord la notion de croissance. Alors la notion de croissance est finalement une invention extrêmement récente, puisqu'on peut dire pratiquement que depuis l'Empire romain jusqu'au milieu du XIXe siècle, la société a vécu et l'humanité a vécu sans croissance économique et souvent d'ailleurs dans une pauvreté absolue. Alors ça a été démontré par cet économiste qui s'appelle Angus Madison, et il a bien démontré par des analyses de standards sociétaux qu'entre le début de l'Empire romain et le milieu du XIXe siècle, il n'y avait pratiquement pas eu de croissance économique. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette société de non-croissance était réellement une société de renouvelables. Alors je vous reconnais que ce sont des renouvelables non technologiques, mais enfin on employait le bois pour faire du feu et chauffer, le vent pour se déplacer, l'hydro pour moudre le blé, et puis la biomasse pour se déplacer, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, la moitié des terres cultivables, c'était de l'avoine. Il était presque plus important de nourrir les chevaux pour se déplacer
que de nourrir les êtres humains. Et puis on est passé à une société de fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, et puis un peu plus tard le nucléaire, et c'est alors que la croissance économique est apparue. Il y a donc une incontestable corrélation. L'énergie n'est pas le seul ingrédient de la croissance, mais on va dire que si la technologie est son catalyseur, la technologie est son catalyseur, l'énergie est son véritable aliment. Et notre société de croissance fonctionne finalement extrêmement simplement. On a, comme tous les systèmes existants dans l'univers, et d'ailleurs le corps humain ne fait pas exception, un flux d'énergie rentrant, on mange, c'est 162 pétawattheures aujourd'hui, dont 85% d'énergie fossile. Ce flux d'énergie rentrant produit ce qu'on appelle en thermodynamique de l'énergie libre, c'est-à-dire utile. On produit la richesse, ce sont les 85 téradollars de PIB, et on en sort évidemment un flux de déchets sortants. Alors il n'y a pas que du CO2, mais disons on va se restreindre ici aux 35 gigatonnes de CO2 que ressortent chaque année de la société de croissance la combustion des énergies fossiles. Et donc ce qu'on veut, c'est effectivement remplacer, tout en maintenant le flux pour maintenir le PIB, les énergies fossiles par des énergies décarbonées, remplacer le PIB brun des énergies fossiles par un PIB vert, ce qu'on appelle la croissance verte, et supprimer le déchet sortant. Vu comme ça paraît extrêmement simple, mais est-ce réellement aussi simple? Alors, si on regarde tous les usages de l'énergie, il y en a trois globalement. Il y a l'habitat, les transports et l'industrie. Ça consomme à peu près l'entièreté de la consommation d'énergie mondiale. Et ce qu'on voit, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il faut essayer de décarboner ces trois applications. Alors, en fait, toutes les technologies existent. Dans l'habitat, on décarbone le chauffage avec des pompes à chaleur. On peut décarboner l'eau chaude avec des chauffe-eau thermodynamiques ou électriques. Et puis, il faut remplacer quand même, il y a encore aujourd'hui 13 millions de plaques de cuisson en France qui sont carbonées, donc du fioul ou du gaz, on a de l'électricité. Puis on peut rajouter tout ça du biogaz et on est décarboné l'habitat. Dans les transports, on a effectivement sur les courtes distances, faible puissance, l'électricité, sur les longues distances, haute puissance, de l'hydrogène et du biogaz. Et puis un peu plus compliqué dans l'industrie, notamment l'industrie fortement énergétivore, comme le ciment, le verre ou l'acier. Certes, on peut utiliser de l'hydrogène, par exemple pour décarboner la sidérurgie en remplaçant le coke pour réduire le minerai de fer par de l'hydrogène. Il y a un projet qui est en test aujourd'hui en Suède. Plus compliqué pour le verre et le ciment qui ont besoin de température de la flamme fossile, donc difficile à le faire avec de l'électricité. Et donc ça veut dire qu'on gardera sans doute encore dans ces industries énergétivores du pétrole. Mais on va pouvoir effectivement le capter et le réinjecter. Et donc si je prends toutes ces technologies, finalement, le panel technologique existe pour décarboner la société. Le problème, en fait, il n'est pas vraiment technologique, il est vraiment un problème de mise à l'échelle. C'est-à-dire que globalement, remplacer tous ces fossiles par essentiellement de l'électricité, ça va nous mener en France pratiquement à doubler la production d'électricité en passant de 450 Tera à 900 TWh environ en 2050. Et toute la question, c'est finalement d'où viendra cette électricité verte. Alors je ne vous surprendrai pas en disant que je ne crois pas à ce modèle de renouvelable centralisé qui consisterait à fournir de l'électricité à Strasbourg via le vent de Bordeaux et en Normandie où il pleut toujours via le soleil de Marseille. Je ne crois pas à ce système, même s'il est supplanté ou disons s'il est pas supplanté, mais s'il est compensé par de l'hydroélectricité. Je ne crois pas à ce modèle, ni celui d'ailleurs de mettre en œuvre de gigantesques batteries qui pourraient compenser les intermittences. Je ne crois pas à ce modèle. Je crois à un modèle qui est au contraire décentralisé, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que là où on a des bons gisements de vent et de soleil, il faudra les compenser par de petites centrales thermiques. On verra, ça peut être du gaz, mais ça peut être aussi ce que la présentatrice a présenté, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires. Et là où on n'en a pas, il faudra rester dans des grosses unités thermiques. 35% de renouvelables, plus 15% d'hydroélectricité.
Ça veut dire qu'il faudra compenser par 50% de thermique qui ne pourront être, puisqu'on ne veut plus de charbon, que du gaz naturel, du biogaz ou bien du nucléaire. J'exclus un peu le biogaz parce que je pense que le biogaz est plus adapté à l'habitat qu'à la génération électrique, puisqu'il est extrêmement, la génération électrique est extrêmement inefficace à un rendement thermique en moyenne d'un tiers. Donc ça veut dire ne gaspillons pas le biogaz dans la génération électrique. Et donc ça veut dire que globalement, les petites unités, elles peuvent être gazières, voire micronucléaires, et les grosses unités resteront quant à elles nucléaires. En résumé, et j'en termine, et je tiendrai mon temps, la croissance verte ne sera pas verte, mais arc-en-ciel, c'est-à-dire que globalement, bien entendu, il y aura beaucoup de vert, mais il y aura aussi du jaune avec du nucléaire, du bleu avec du gaz, et même encore des fossiles qu'il faudra compenser, soit en réinjectant le carbone dans le sous-sol, soit éventuellement en compensant avec des végétaux, mais de nouveau compenser avec des végétaux, vous avez un effet d'échelle démentiel derrière. Un arbre, ça va accumuler de l'ordre de 30 à 50 kg de carbone par an. Vous pouvez calculer que pour compenser l'ensemble des émissions de carbone en France, il nous faudrait, toute la population, planter environ 8 milliards d'arbres. Voilà, je vous remercie. Merci, voilà une belle perspective quand même pour un candidat à la présidentielle de suggérer de planter plusieurs milliards d'arbres. C'est un sujet sur lequel je déjeunais à midi. J'ai noté tout à l'heure, Philippe, et ça m'a fait tiquer, mais qu'autrefois l'énergie, on la prenait pour nourrir les chevaux, mais pour la mobilité, c'est toujours les chevaux de nos moteurs qu'il faut aujourd'hui alimenter. Je note avec beaucoup d'intérêt que vous pensez que les sujets de décentralisation de l'énergie pourraient être des sujets qui avaient déjà été abordés, chère Myriam, à l'intérieur de ces locaux, et je crois que ça fait partie des pistes de réflexion politique à porter tous ensemble. Je vais laisser maintenant la place, je crois, à une conférence sur l'hydrogène. J'ai essayé de tenir dans les délais, désolé pour les sujets et les difficultés techniques. Merci à vous tous de votre participation et je vous propose d'applaudir à nouveau l'ensemble des intervenants. À bientôt, Marc. À bientôt.